On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute immobilier avec Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. Est-ce que c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs? Réponse à cette question dans quelques instants. Mais d'abord, on a des vies de fous, on veut bien manger et le prêt à emporter est franchement intéressant. Et on rencontre aujourd'hui les gens de Apla Vente. On est dans une ère du temps où les gens ont moins de temps pour cuisiner, mais en même temps, on veut bien manger. Ça a l'air un peu contradictoire dans la même phrase, mais c'est un peu la réalité de famille. On est dans la conciliation travail-famille, des vies très, très, très occupées. Et en même temps, il y a des nouveaux joueurs qui s'invitent un peu dans le jeu et qui nous inondent de publicité venant un peu de l'extérieur. Bref, ce qui est intéressant de voir, c'est que localement, il y a aussi des entreprises qui s'insèrent dans ce marché du prêt-à-manger, des plats à préparer sous différentes formes. Et c'est le cas de nos amis de Apla Vente. Je vous présente les propriétaires. D'abord, Jonathan Ménard, bonsoir. Bonsoir. De même que Marilyn Charette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, j'ai trouvé ça comique, puis je vous raconte un peu l'anecdote, quoique vous le savez peut-être un peu. Il y a quelques semaines, j'étais en vacances dans le Sud. Et ma conjointe, qui est une excellente cuisinière, me dit, bon, regarde, les enfants sont partis de la maison depuis le mois de juillet. On est tous les deux tout seuls. Moi et elle travaillons beaucoup la semaine. Donc, et ma blonde me dit, je suis tanné de cuisiner. Ça fait 25 ans que je cuisine. La fin de semaine, c'est correct, mais la semaine, j'ai plus le goût. Ouais. Mais en même temps, on ne veut pas me manger de la scrap. Et là, ma blonde, elle me dit, tu as 4500 amis sur Facebook. Peux-tu envoyer un message pour dire qu'est-ce que le monde il pense de Hello Fresh, puis Good Food, puis il y en a plein d'autres. Bon, là, rapidement, on dit, ouais, OK, suremballage, ça vient de l'extérieur, c'est des entreprises cotées en bourse. Localement, il y a des entreprises comme la vôtre, puis il y en a d'autres aussi qui en le font. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, je vois qu'il y a comme une conscience sociale à l'égard de se trouver quelque chose. Puis en même temps, moi non plus, je ne veux pas acheter à l'extérieur du territoire quand le service est disponible localement. Bref, expliquez-nous un peu dans quelle idéologie ou mouvance vous avez décidé de créer Apla Vente. Bien, en fait, Apla Vente, ça vient, c'est drôle, ça fait quelques années qu'on a parti ça, puis ça vient un peu, moi j'ai travaillé dans la cuisine pendant de nombreuses années, et puis là, je travaillais plus du tout dans la cuisine dans les dernières années. Puis là, on avait commencé à se faire des lunchs, puis tout ça, puis amener ça à nos travails respectifs. Puis nos collègues de travail étaient vraiment jaloux des lunchs, de la qualité de la nourriture qu'on faisait. Donc, ils ont commencé à nous demander hey, « est-ce qu'on pourrait en avoir? » Puis ça, fait qu'on a commencé à en faire un peu comme ça pour le plaisir. Puis tranquillement, pas vite, l'idée est arrivée en place. Puis on a démarré justement Apla Vente là, avec des plats cuisinés, là, puis un service traiteur. Là. Donc, c'est vraiment comme ça, là, en l'essayant pour nos amis. Là. Bon. Mais là, au départ, vous l'avez démarré chez vous à temps partiel? Oui, tranquillement. Bien, dans le fond, on a 2 jeunes enfants. Puis moi, dans mon premier congé de maternité, je trouvais le temps long un peu. Puis là, bien, j'allais sur les réseaux sociaux, puis je voyais ça, tu sais, les trucs de plats cuisinés, tout ça. Puis Jonathan adore cuisiner. Moi aussi, là, on a tous les deux notre cours de cuisine. Puis là, j'ai vu que les gens avaient de l'intérêt justement pour les lunchs qu'on se faisait. Je dis, ça te tentait pas, tu sais, de partir quelque chose dans ce style-là. Puis j'ai commencé à y pousser un peu dans le derrière parce que moi, je m'ennuyais dans mon congé de maternité. Puis je dis, tiens, ça va me faire un projet, quelque chose à gérer. Puis ça a parti tranquillement comme ça. On en faisait un peu de la maison, mais là, c'était juste plus contrôlable de la maison. Puis de toute façon, à partir d'une certaine quantité de production, c'est plus légal avec le MAPAC de faire ça. OK, donc vous étiez contraint, donc c'est un heureux problème. Oui, c'est un beau problème, effectivement. Donc une croissance assez fulgurante, donc obligation réglementaire, donc d'avoir un lieu physique dédié à ça. Et là, maintenant, est-ce que c'est vraiment votre occupation à temps plein tous les deux? Pour moi, c'est mon occupation temps plein là, depuis le démarrage du projet. Pour Marilyn, là, elle vient m'épauler quelques mois pendant l'hiver, pendant les temps un peu plus occupés. Et là, les enfants ont quel âge, là? 2 et 4 ans. 2 et 4? Bon. Ouais. Donc là, maintenant, vous avez pignon sur rue, au 950 boulevard du Séminaire d'Oncle, donc tout juste à côté de l'hôpital, dans le même bâtiment que Steak Frites Saint-Paul et Valentine. Exactement. Donc, si on veut, situé à l'arrière du couche-tard. C'est quoi la différence maintenant d'avoir vraiment son local là, officiel? Bien, premièrement, juste d'avoir aménagé la cuisine, puis juste au niveau de la production, c'est beaucoup plus facile d'entreposer pas les équipements, mais la nourriture aussi.
Et puis, au niveau de la visibilité, bien, les gens peuvent venir n'importe quand. Tu sais. Pendant un certain temps, je disais à mes clients, bien, passez chercher les plats chez moi, tout ça, mais il n'y a jamais personne qui osait venir à la maison, puis c'est tout à fait normal, c'est ça. Tu sais. Fait que d'avoir pignon sur rue, ça permet aux gens justement de venir chercher les plats directement en boutique, de visiter, de voir les autres produits qu'on a. Puis notre cuisine est assez, bien, elle n'est pas ouverte en tant que telle, mais elle est assez ouverte parce qu'on a 2 grandes portes, puis on voit très bien à l'intérieur. Vous avez quand même aussi une bonne quantité de travailleurs avec l'hôpital à côté. Je ne sais pas si ça fait une différence. Oui, on voit un peu la différence. Puis là, on essaie d'amener des nouveautés, des nouveaux menus. Comme là, je suis en train de tester dans les prochaines semaines, je teste une espèce de bar à bol, si on veut, là, parce que je veux offrir ça plus au printemps. Là, je commence à le tester déjà. Là. Donc, différents bols qu'on peut monter sur mesure. Principalement les travailleurs de l'hôpital ou d'autres travailleurs aux alentours vont pouvoir venir sur l'heure du dîner, se faire monter des bols vraiment comme ils veulent avec différents ingrédients frais. Puis, donc, on essaie d'offrir différentes alternatives comme ça pour le dîner, pour les travailleurs de l'hôpital ou pour les autres. Puis, en même temps, ils peuvent se ramasser du souper qui est déjà prêt. Là. Bon, là, est-ce qu'on est dans du prêt à manger, du prêt à cuisiner, du congelé, du pas congelé? Ça ressemble à quoi? En fait, nous, c'est du prêt à manger. Donc, c'est vraiment tout est cuisiné, portionné. Oui, tout est cuit. Il y a juste à mettre au micro-ondes et pour la plupart, même il y en a que ça se mange froid. Oui, exactement. Puis la façon qu'on fonctionne, on a un nouveau menu qui sort chaque semaine. Fait que le mardi, notre menu sort soit sur la page Facebook ou si vous êtes abonné à l'infolettre, vous le recevez par courriel. Là, les gens ont jusqu'au vendredi midi pour commander, puis nous, on cuisine la fin de semaine. C'est livré le lundi au bureau, à la maison, où vous êtes finalement. Là. Donc, vous allez les porter, vous les livrez? Oui, on livre à 35 $ de commande. On livre dans Saint-Jean gratuitement. Puis, sinon, il y a un frais de 5 $ de livraison. Ou sinon, les gens peuvent aussi aller les chercher. Les gens peuvent aussi venir chercher à la boutique, ce qui est un des avantages d'avoir pignon sur rue. D'avoir pignon sur rue, exact. Puis, on a aussi un menu congelé en permanence. Donc, si dans les 5 plats frais de la semaine, il y en a un que vous faites comme « Ah, celui-là, il me tente moins, mais j'aurais aimé ça avoir mes 5 soupers cette semaine. » Bien là, il y a le menu congelé qui est toujours disponible, puis qui change aussi graduellement, dans le fond, parce que nos menus hebdomadaires, il y a toujours du surplus qui finit dans le congelé s'il n'a pas été vendu frais. Parlons maintenant de qualité et de diversité. Parce que des petits plats congelés ou des plats prêts à manger, je veux dire, dans toutes les épiceries, il y en a. Là. Tout le monde a son petit service et tout ça. 4, 5, 6, 7 $. Bon, puis on va avoir un ragoût de boulettes, puis un pâté chinois, puis ces affaires-là. Vous, dans le fond, quelle est la variété de produits que vous offrez et quelle est la qualité des produits que vous offrez? Bien, premièrement, au niveau de la variété, moi, j'adore découvrir différents plats, puis je me tiens beaucoup au goût du jour dans les différentes façons de cuisiner, autant dans les techniques culinaires que dans les différentes provenances des mets. Au niveau de la qualité, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment de travailler avec des produits. Mes fournisseurs, tu sais, comme quand on cuisine la fin de semaine pour les plats de la semaine, mes fournisseurs, ils rentrent le jeudi, le vendredi. Donc, ça arrive, on cuisine, on congèle, on met sous vide, on congèle ou on garde frais, dépendamment. Donc, c'est hyper frais. Le fait de le mettre sous vide aussi va avoir une belle durée de conservation. Puis, on cuisine avec des aliments frais. Des fruits et légumes frais. En été, on fait affaire avec des producteurs locaux. Les plats, ça ressemble à quoi? Des recettes, là, je veux dire, des plats que vous avez, là, disons les plus populaires? Là. Dans un de nos plus populaires, on a un linguine aux fruits de mer qui est hyper populaire. À toutes les fois que j'en fais, vraiment beaucoup, 2 puis 3 fois dans le courant de la fin de semaine. Sinon, un poulet au beurre aussi qui sort beaucoup là, ces temps-ci. Poulet au beurre. J'ai fait dernièrement un tofu tikka masala, donc cuisiner du tofu un peu façon poulet au beurre aussi, avec une sauce un peu différente, avec nos propres épices garam masala, dans le fond, des épices que j'ai mélangées moi-même. La grande question, c'est, OK, disons que je vais encore au Pasquier ou IGA Glasu faire mon épicerie, là, comme tout le temps, mais disons que je dis, OK, là, je veux m'acheter, disons, au moins mes 5 midis, puis peut-être 2-3 soupers dans la semaine, parce que, disons, je vais au restaurant et tout ça. Ça revient à combien
Ça coûte combien un plat ou des plats ou des forfaits? Bref, c'est quoi l'ordre de grandeur de prix? Bien, en réalité, un plat cuisiné va tourner autour de 7, 8 $ pour la portion individuelle. Dépendamment de ce qu'il y a dedans, on peut peut-être aller à 9 ou 9,5. C'est pas mal autour de ça. OK. Si on va dans les produits familiaux, donc pour nous, les produits familiaux, c'est 4 repas individuels. Okay. Ça revient entre 20 et 30 $. Puis quand on fait le calcul un peu, bien, on va économiser l'équivalent d'un repas individuel, grosso modo. Bon. Là, vous avez aussi une portion traiteur? Oui, on a soit un menu bouché qui est vraiment plus cocktail dînatoire ou traiteur froid. Un peu de chaud aussi. On a un menu traiteur chaud. On fait beaucoup affaire avec un complexe funéraire de la région. Donc ça aide un peu. Ça aide la portion boucher traiteur. Puis les particuliers, on a un menu boîte à lunch aussi pour les entreprises. Que vous faites des réunions le midi, vous êtes tanné de manger pizza, poulet et compagnie. D'avoir, ça peut être juste sandwich, salade, un bol justement, comme Jonathan parlait tantôt. Ça fait changement des traditionnels lunchs qu'on commande le midi, puis quand tu as des réunions aux 2 semaines, à un moment donné, ça vient tannant de manger toujours la même chose. Donc, Et là, tantôt, on parlait d'heureux problèmes, mais comment composez-vous avec cette croissance-là? Je ne sais pas si de semaine en semaine ou de mois en mois, vous voyez évidemment, il y a beaucoup de bouche-oreille là-dedans. Ah oui, OK, essaye les dons, bon, tu vois. Donc, comment vous gérez ça en ce moment? Bien, on a commencé ça de la maison. Ensuite de ça, on a eu notre local. Puis là, j'ai travaillé pendant 1 an tout seul dans le local à faire toute la production, etc. Là, depuis quelques temps, depuis le mois d'octobre ou novembre, on a un employé. Donc, c'est ça, on est rendu là, à engager des employés puis à continuer la production là, de plus en plus. Content du résultat? Très content. Oui. Très heureux. Très heureux jusqu'à date, là, comment tout ça fonctionne. Et dans vos rêves les plus fous? À long terme, ah mon Dieu, à long terme, il y a tellement de choses. C'est sûr que on veut se positionner avec App la Vente. On a plusieurs idées en tête. On aimerait peut-être établir éventuellement différents points de vente ou différents points de chute pour que les gens nous connaissent un peu plus dans le Haut-Richelieu. Jonathan Marinel, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on parle immobilier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on reçoit un golfeur membre de l'équipe canadienne, un Joannais bien connu. Joey Savoie est avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est un moment de l'année où j'aime bien parler d'immobilier, de vente et de revente de maisons. Autant pour ceux qui en achètent que ceux qui en vendent également. Question de tâter le pouls, tâter le marché. C'est quoi les enjeux du moment? On est en février. Vous savez, surtout évidemment au Québec, avec les gens qui accèdent à la propriété, souvent, ces gens-là ont des loyers, là, des logements jusqu'au 1er juillet. Donc, c'est souvent le moment décisionnel pour acheter une maison et en prendre possession au printemps ou à la limite durant l'été. Bref, question de faire le tour du portrait. On en discute avec un courtier propriétaire chez Royal Lepage Excellence, Alexandre Desrochers. Bonsoir et bienvenue. Enchanté. En ce moment, en 2019, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un marché de vendeurs, c'est un marché d'acheteurs? Bref, qui est, disons, avantagé par ces temps-ci? Le vendeur sur toute la ligne. Vraiment? Oui. Si on récapitule un petit peu les dernières années qu'on a vécues, le marché est redevenu à l'équilibre au dernier trimestre de 2015. 2016 a été une bonne année. 2017, exceptionnel. La folie a pris en 2018, puis on vit encore la folie aujourd'hui en 2019.
Quand je dis la folie, je parle d'offres multiples, de surenchères, de délais de vente qui se rétrécissent. On voit aussi, évidemment, par le fait même là, que les prix augmentent. Donc, on est dans cette conjoncture-là présentement. Donc, c'est un marché qui est à l'avantage des vendeurs. Donc, ceux qui vendent en ce moment ont le beau jeu. Oui, Parce que la valeur augmente, offre multiple, ça se vend assez rapidement. exact. Mais je présume par contre qu'on doit être dans une fourchette de prix de maison sous la barre des 300 000? 350 et moins. 350 et moins? Oui. Ouais. Disons que dans les dernières années, on disait toujours 300 et Ouais. moins, mais là, on voit de plus en plus que la barre est de 350 et moins. Donc, même une maison à 320 000, 330 000, on peut la mettre dans le même bassin des maisons qui se vendent bien en ce moment. On a même vu de la surenchère sur des maisons à 400 000. Là. 400, Quand même. on demandait 409, ça s'est vendu 412. On voit quelques exceptions comme ça qu'on va dire. Mais si on regarde la fourchette du 300 000 et moins, évidemment, là, c'est comme ça. Donc, si le marché est à l'avantage des vendeurs, est-ce à dire qu'il y a actuellement quand même beaucoup d'acheteurs et qu'il n'y a pas tant de maisons de disponibles dans le marché? Oui. Ça fait 2 ans qu'on vit la même chose. Il manque environ, dépendamment du produit, entre 15 et 25 d'inventaire. Ah oui, Ça pour avoir fait- l'équilibre? là? Exact. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'acheteurs que d'offres de vente. Si on prend exemple le quartier des Quatre-Vents, une maison qui est mise au bon prix, qui sort aujourd'hui, demain, on a 2 ou 3 offres d'achat, c'est quasiment sûr. Fait que c'est pour vous donner une idée de comment est-ce que ça se présente. Mais on dit toujours, hein, c'est-tu à l'avantage du vendeur, de l'acheteur? Bon, Ouais. oui, mais je veux dire, quand on décide d'acheter, on achète, puis c'est là que ça se fait. Et cette effervescence dans le marché ou ce manque d'inventaire de 15-20 il est dû à quoi en ce moment? Est-ce que c'est le plein emploi? C'est l'économie qui va bien? Ou finalement, les gens aiment leur maison puis ils ne veulent pas s'en débarrasser? Je ne sais pas, c'est quoi la logique derrière ça? Ce qu'on a remarqué dans les derniers mois, dernières années, c'est on est la deuxième couronne, disons, de Ouais. Montréal. On voit que la couronne qui est juste à côté, Brossard, Candiac, Saint-Constant, Saint-Lambert, c'est rendu totalement inabordable. Donc, les gens vont se rabattre de plus en plus sur notre région. Et puis, après ça, on tombe à Chambly, mais Chambly reste quand même entre 10 et 20 plus cher que Saint-Jean. Donc, Quand les même, gens ah se ouais. rabattent encore un peu plus loin. Le 5 minutes de plus d'autoroute vaut beaucoup pour la baisse de prix qu'on peut avoir. Quelle est la différence entre une propriété qui est, disons, dans le secteur Quatre-Vents, ou même à la limite Normandie, tout ça, versus une maison qui est dans Saint-Edmond, qui est dans Saint-Eugène, qui est même dans Saint-Antonas de l'autre côté? Tu disais tantôt qu'il y a une différence de peut-être 15-20 entre Saint-Jean et Chambly, Oui. mais d'un quartier à l'autre à Saint-Jean, ça peut jouer de quoi à quoi? On va pas parler d'une grosse écart, là. Je dirais peut-être, dépendamment, si on comparerait les Quatre-Vents avec Saint-Eugène, on va parler peut-être d'un 5-7 pas bien plus. Mais ça va être dans le délai de vente que ça va se répercuter encore plus. C'est que plus qu'on est près des axes routiers, on le sait qu'avec ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de Ouais. personnes qui viennent de la couronne limitrophe de Montréal. Bien, l'accès aux autoroutes est très important. Mais d'un autre côté, on a tout le bassin des transferts des militaires qui sont dans Saint-Eugène puis qui font qu'il y a une très belle effervescence là aussi. OK. L'an dernier, je m'étais laissé dire, je parlais avec des collègues, des amis qui sont dans ce domaine-là, qui me disaient qu'environ, c'est pas scientifique, mais que 50 des acheteurs de maisons à Saint-Jean étaient des non-natifs de Saint-Jean. Des gens qui sont nés un peu partout au Québec, qui pour X raisons ont fait leurs études à Montréal, puis à un certain moment veulent s'acheter une maison parce que la famille et tout ça. Est-ce que vous sentez encore dans ceux qui achètent des maisons, des gens qui arrivent de l'extérieur? Oui, puis de plus en plus. Donc, j'ai accès à beaucoup de promesses d'achat qui passent dans mon agence, puis on voit de plus en plus de noms à consonance étrangère, ce qu'on ne voyait pas dans là, 3, 4, 5 ans. Maintenant, c'est chose régulière. Puis, c'est vrai de dire que c'est pas nécessairement des natifs de Saint-Jean non plus qui viennent s'établir ici. Donc, quand vous regardez l'adresse civique existante de l'acheteur, On en a de Montréal, on en a de Sainte-Catherine, Brossard. Il y a aussi tous les transferts là, qui font qu'on a des gens un peu partout, soit du Canada au plus haut dans le Québec. Mais oui, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. donc ça se maintient. Bon, évidemment, ce qui peut être attirant, évidemment, on s'entend, c'est le prix et les services de proximité. On est la valeur refuge, disons,
du secteur. Est-ce que la qualité ou la présence du transport en commun entre Saint-Jean et Montréal est un argument important justement pour quelqu'un qui vient s'établir à Saint-Jean et qui travaille à Montréal? Oui, pour ceux justement qui vont travailler à Montréal, mais je dirais que l'argument majeur va être la proximité des axes routiers. Bon. Je prends un autre exemple parce que ça, parfois, j'ai ça en tête. Quelqu'un qui me dit qu'il ne le savait pas, s'achète une maison à Saint-Luc, genre à un coin de rue de l'école. Et là, finalement, il apprend en appelant la commission scolaire que son enfant n'ira pas à cette école-là parce que l'école est trop pleine, puis qu'il va être ici dans le centre-ville. Ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on dit aux acheteurs d'être vigilants, de vérifier avant? Est-ce que les courtiers en font mention aux acheteurs d'écouter, là, c'est pas parce que l'école est en face de chez vous que votre enfant va y aller, là? Bien, c'est ça. Dépendamment, tout ça va se passer à la première entrevue qu'on a avec l'acheteur, à savoir cerner c'est quoi ses besoins. Puis s'il y a des enfants dans le portrait, bien de regarder ça avec eux, c'est sûr. Mais je vous dirais que c'est vraiment la localisation de la maison qui importe pour beaucoup, pour les gens, plutôt que d'où ils vont aller à l'école. Bon. L'autre chose qui m'intrigue un peu, les gens qui font affaire avec un courtier, est-ce que c'est principalement ceux qui vendent leur propriété ou si vous avez beaucoup d'acheteurs qui font affaire avec vos services pour magasiner et trouver des maisons? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, c'est très important de prendre un courtier parce que si on est un acheteur, on a une grande chance de tomber dans une situation d'offres multiples, de surenchère. Il faut savoir ajuster nos offres, il faut savoir se comporter dans cette situation-là, puis ça prend les conseils d'un courtier pour pouvoir se positionner comme il faut. D'un autre côté, si on regarde les vendeurs, bien, eux autres, s'ils veulent avoir le meilleur prix, ils doivent être capables de générer un intérêt incroyable qui va faire les offres multiples puis la surenchère. Donc, il y a des gens qui vont dire, bien, regarde, ça va bien, je vais mettre ma petite pancarte rouge, je vais vendre tout seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour générer cet intérêt-là, générer les offres multiples, aller en surenchère, il faut bénéficier du réseau. Puis il faut aussi, c'est pas parce que le marché va bien qu'on peut mettre n'importe quel prix. Il faut être capable de déterminer un prix qui va être très intéressant pour les acheteurs, puis qui va être capable aussi de générer un intérêt supplémentaire à dire on va en avoir plusieurs qui vont vouloir offrir sur la maison. Puis des fois, c'est à 10 000 près, le résultat est différent. Parce que souvent, l'argument qu'on voit et qu'on entend, puis évidemment, il y a de multiples publicités à la télé là, qui nous le rappellent, bon, du proprio au proprio direct de ce monde, là, je ne me rappelle jamais lequel est lequel, mais dans les faits, c'est toujours l'argument de dire zéro commission ou pas de commission ou 1 ou je ne sais pas trop. Là. Mais là-dedans, c'est que tu es laissé un peu plus à toi-même, il y a moins d'expertise, il y a moins de conseils. C'est ça, dans le fond, que le client doit peser le pour et le contre. Il y a l'aspect conseil, il y a l'aspect légal, la rédaction des documents, ça, c'est une chose. Mais il y a toute la génération de l'intérêt pour la propriété que le courtier va pouvoir amener, qu'aucun autre service va pouvoir amener. Donc, c'est très rare de voir quelqu'un qui va mettre sa maison en vente par lui-même puis qui va être capable de générer autant d'intérêt qu'un professionnel de l'immobilier qui va pouvoir rassembler tous les courtiers puis la majorité des acheteurs pour une maison. Comment se porte le marché des immeubles à logement? Parce que récemment, il y avait des gens dans mon entourage qui ont acheté un bloc. Et de ce que j'ai pu comprendre, le type ne l'avait pas annoncé. En fait, son courtier le sait, mais ce n'est pas annoncé. L'immeuble à revenus... L'impression que c'est un monde à part, oui, ça. Oui, c'est un monde à part. Il y en a certains qui vont être annoncés sur le marché, mais en grande majorité, ça va être ce qu'on appelle des pocket listings. C'est ça. Le courtier a un inventaire de propriétés. Donc, je t'appelle, tu dis, trouve-moi un bloc. C'est ça. Fait que là, je vais appeler d'autres courtiers. J'en ai moi-même de disponibles. Puis, c'est un marché qui est un petit peu plus, disons, underground. C'est ça. Et puis, l'immeuble à revenus, en ce moment, c'est vraiment, tu sais, on regarde, on peut placer son argent en bourse, on peut placer son argent dans divers véhicules. Et puis, les gens, bien, choisissent l'immeuble parce que, bon, ils ont le contrôle dessus. Mais on n'a plus les rendements qu'on avait à l'achat. Avant, on disait, on va faire notre argent à l'achat. Maintenant, c'est le contraire. Il faut regarder l'immeuble puis le potentiel d'optimisation de cet immeuble-là. Est-ce que les loyers sont bas puis on peut les augmenter, avoir plus de revenus? Est-ce que c'est des logements qui sont chauffés puis que si on change de système de chauffage
puis qu'on met ça à charge du locataire, qu'on peut aller chercher encore plus de revenus? Comment est-ce qu'on peut moduler, comment est-ce que la bâtisse est gérée pour aller créer de la valeur? C'est comme ça qu'il faut regarder ce marché-là maintenant. Mais c'est un marché qui va bien en ce moment? Excellent. Et encore là, la valeur des propriétés grimpe. Oui, toujours. Donc, au moment où on revend l'immeuble, généralement, c'est là où on passe un peu à la caisse, là. Oui, effectivement. Puis des fois, en très peu de temps, dépendamment de l'optimisation qu'on a faite, on n'est pas obligé de la détenir non plus pendant 20 ans. Bon. Dans l'industriel et commercial, ça se porte comment? L'industriel, le commercial, on voit, d'une première tendance, le commerce électronique va beaucoup toucher à ce domaine-là. On avait des demandes pour des locaux avant qui allaient de 3 000 à 20 000 pieds carrés. Maintenant, là, ça va tourner autour de 1 000 à 1 000, 3 000. C'est ça, ça rétrécit. Par contre, le pôle de l'industriel ou du commercial lourd était plus à Laval avant, puis s'est déplacé plus vers Saint-Jean. On estime que c'est sûrement à cause de la proximité là, des douanes. Donc, à ce niveau-là, l'industriel est dans un boom incroyable. Ça va très bien aussi de ce niveau-là. Alexandre Desrochers, merci beaucoup. Ça m'a fait fut plaisir. Fort instructif. J'ai l'impression que vos prochaines semaines et prochains mois seront assez occupés oui. Jusqu'à l'été prochain. Exact. Peut-être là qu'il va y avoir une petite pause. On n'en veut pas de pause. Pas trop de pause. Non. C'est bon, ça. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petite nouveauté, du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu, on tente d'élargir les services au-delà de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi dans la version rurale de la MRC du Haut-Richelieu. Et là, il y a des nouveaux cafés-rencontres du côté de Mont-Saint-Grégoire, une fois par mois. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. À demain. Bye-bye.